Bonjour à tous et bienvenue dans Come Together saison 3, épisode 8. Le rendez-vous proposé par l'agence Madame Monsieur en partenariat avec l'ARCES, le réseau national des communicants du supérieur, et c'est diffusé ici sur Campus Matin. Comme d'habitude, vous retrouverez dans ce programme les actus com de l'ESR qu'Émilie Brousse vous aura déniché, un tour d'horizon complet des articles parus dans la presse et enfin, en fin d'émission, nous aurons notre petit oral. Mais avant tout, nous consacrerons notre débat du jour à un sujet de poids, les salons d'orientation. On les croyait morts et enterrés avec le Covid, remplacés par des plateformes digitales, de l'orientation 100% online. Et voici que 3 ans plus tard, ils n'ont jamais été aussi remplis. Eux, ce sont les salons d'orientation, qu'ils soient généralistes, thématiques ou encore professionnels. Ils connaissent tous une hausse de fréquentation. Alors, en quoi ces rendez-vous demeurent toujours déterminants dans les politiques des communicants du supérieur? Comment faire son choix? C'est ce que nous allons tenter de décrypter dans notre nouveau grand amphi Jingle. Selon une enquête Ipsos de 2022, les salons d'orientation restent en tête des meilleurs moyens pour s'informer et découvrir les universités et les grandes écoles. Pas étonnant donc que les salons fassent salle comble et que les formations et les événements se multiplient à travers la France. Que ce soit la quête de contacts humains ou de conseils personnalisés, les salons restent donc indispensables dans la politique des communicants du supérieur. Et nous avons la chance d'en avoir autour de la table pour débattre autour de cette question-là. Tout d'abord, nous accueillons Julie Boyer, directrice région Île-de-France pour les salons de l'étudiant. Julie, bonjour. Bonjour. À ses côtés, Anne-Raie Ferrer, vous êtes directrice de la communication de l'ISTEC, Grande École de Management. De l'autre côté de la table, nous avons Cécile Maté, directrice de la communication AgroParisTech. Bonjour. Bonjour Cécile. Et enfin, Fabrice Vigreux, vous êtes ex-directeur stratégique du Collège de Paris, directeur marketing stratégique et développement du Collège de Paris, et aujourd'hui directeur de 2 écoles, Écor et Écart. Merci à vous 4 d'être avec nous aujourd'hui. Julie, je vais commencer par vous. Est-ce que ce regain en forme, ce retour en flamme des salons, alors qu'on l'a dit, on l'a pensé au moment du Covid, on pensait que le online allait emporter, quel est votre regard sur ce regain? Alors effectivement, post-Covid, on attendait de voir ce qui allait se passer. On s'est rendu compte que les personnes avaient envie d'aller sur les salons, aller à la rencontre des différentes écoles, des universités, de tous les outils en fait, qui leur permettaient de choisir leur orientation. Quand il s'agit de choisir son orientation, son avenir, le digital ne suffit plus. Donc on s'est effectivement adapté parce qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur les outils digitaux. Donc on a adapté aussi nos modes de communication envers nos publics. Mais on s'est rendu compte que oui, que les salons étaient vraiment le rendez-vous incontournable pour les jeunes et leurs parents pour pouvoir décider de leur avenir en termes d'orientation. Anne-Raie, vous confirmez cette tendance? Vous, quand vous faites un plan de com, les salons, ça se passe avant, ça se passe ou après l'investissement sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, on en est où? Non, les salons, ils se prévoient tôt. Donc, en fait, on reçoit déjà les propositions des différents acteurs dès les mois de mai-juin. Donc, on arrive à se positionner. On a les bilans de l'année écoulée des années précédentes. Et c'est vrai que les salons, ça fait partie des premières actions qu'on prévoit sur l'année suivante. On s'engage à long terme. Alors, on se positionne de manière certaine sur un certain nombre de dates. Et puis, on s'en met quelques-unes de côté en se disant potentiellement, on va voir aussi pour compléter avec différentes dates sur d'autres thématiques ou sur d'autres lieux géographiques. Et vous confirmez qu'il y a un besoin charnel des étudiants d'avoir des gens, vraiment, parce que c'est comme ça que les choix définitifs se font? C'est certain, et on pourrait comparer ça aux journées portes ouvertes qui connaissent toujours autant de visiteurs. Et effectivement, moi sur les salons, pour compléter ce qui a été dit, je vois cette année nos chiffres, ils sont excellents en croissance par rapport à l'année dernière. On a vraiment retrouvé un niveau d'avant-Covid avec des propositions qui sont aussi différentes de la part des différents acteurs et notamment de l'étudiant. Mais le contact humain, il est primordial. Quand on est AgroParisTech, une institution renommée, est-ce que l'outil salon a le même degré d'importance? Je pense que pour toutes les écoles, les salons sont importants et c'est ce que vous disiez, hein, c'est ce besoin de faire du lien, de discuter, de rencontrer principalement aussi lycéens, étudiants, enfin jeunes, entre jeunes, de se voir, d'échanger sur les parcours. Nous, on a fait notre première journée porte ouverte cette année. On a eu un succès fou. Ils viennent, donc les gens se déplacent et les étudiants ont envie de se voir, de se rencontrer et de connaître au-delà des cursus de formation et de la simple formation, de savoir de quoi est constituée la vie étudiante. Et c'est ça qui est hyper important aussi.
Fabrice, vous étiez à la direction marketing et développement du Collège de Paris, un groupe d'écoles qui communique énormément à travers le digital, qui acquiert des leads, qui a toute une stratégie très pensée autour de ça. Et malgré ça, vous n'avez pas du tout abandonné les salons et vous en faites un complément indispensable à votre politique. Alors moi, j'ai eu une période où je faisais quasiment plus de salons. J'en profite. Oui, non, mais c'est l'occasion. Avant Covid, donc juste avant Covid, en fait, je n'y croyais plus. En tout cas, pour moi, le digital était vraiment mon choix numéro 1. Il y a eu le Covid, effectivement, et les étudiants avaient besoin de liens à la sortie de ça. Ça, c'était une évidence. Nous, on faisait déjà les cours en visio, etc., enfin, comme tout le monde, mais du coup, ils avaient envie de rencontrer des gens, rencontrer des étudiants, rencontrer leurs formateurs, rencontrer la pédagogie, etc. Et c'est vrai que petit à petit, on a réorienté des budgets sur des salons, maintenant très ciblés. Moi, je gérais peut-être 15 marques sur toute la France, sur 80 campus. Vous vous doutez bien que je n'avais pas la même stratégie sur chaque école. Néanmoins, il y avait des incontournables. Et puis, j'ai tendance à booker les salons avec les gens qui sont remis en question, enfin les structures qui sont remises en question, qui sont plutôt novatrices. Voilà, donc l'étudiant en fait partie, VL Media, par exemple, sur les salons. Voilà, ce genre de nouveaux acteurs, ou en tout cas d'anciens acteurs qui sont renouvelés. Excusez-moi, j'ai un problème d'oreillette. Justement, est-ce que cette tendance que vous dégagez tous ensemble, c'est l'antithèse de ce qu'on préjuge sur une génération exclusivement connectée et qui n'a pas besoin de réel... En fait, vous prouvez le contraire avec vos événements, Julie. Alors, je ne dirais pas que c'est l'antithèse, parce qu'on s'est quand même adapté. Vous disiez justement que vous étiez tout digital et vous êtes revenu, finalement, on fait un mix. On va dire que l'étudiant fait la même chose, c'est-à-dire qu'on s'est quand même adapté aux jeunes et au mode de consommation aussi de l'information des jeunes. Donc, on ne fait pas du tout l'impasse sur le digital. Au contraire, on a justement fait évoluer nos salons dans ce sens aussi. Non, vous avez une offre digitale, mais on voit que cette génération a besoin de présentiel. Tout à fait. En plus, là, on est vraiment en plus sur une génération post-Covid qui, je pense, a été quand même marquée aussi par les confinements, par le fait de tout faire en digital, finalement de plus avoir de contact physique avec les gens. Et c'est vrai que il n'y a rien de tel en fait que d'aller à la rencontre que ce soit les formateurs qui sont présents sur les différents stands de vos écoles, les étudiants ambassadeurs, des professeurs. C'est vraiment, ils ont besoin de ce contact pour comprendre et pour vraiment décider de faire le choix de quelle sera leur formation future. Alors Anne, comment on fait une stratégie salon réussie? Comment on arrive à capitaliser au maximum sur sa présence salon? J'imagine déjà dans son arbitrage entre les événements. Mais une fois qu'on est dedans, quelles sont les recettes pour bien fonctionner? Alors les recettes pour bien fonctionner, c'est déjà d'avoir la chance d'avoir un peu d'historique, parce qu'on est présent nous sur les salons depuis des dizaines d'années, donc on a quand même des références, et il y a des salons qui sont incontournables, des titres qui sont incontournables, des dates qui sont incontournables. Et puis après, c'est aussi un arbitrage, on l'a vu entre Paris et province, il y a des salons qui fonctionnent mieux sous une entité en province qu'à Paris. Il y a des thématiques qui fonctionnent mieux en province qu'à Paris et inversement. Et après, c'est effectivement un arbitrage au niveau des dates, parce qu'il y a des dates, novembre pour ne pas citer, ou décembre, où on va se retrouver avec 4 propositions de salons sur le même week-end. Et si en plus on met une journée porte ouverte à ce moment-là... Voilà, donc il y a le plan qui est important, mais une fois sur place, on fait quoi pour maximiser son salon? Est-ce qu'il faut tout le temps innover? Est-ce qu'il faut enfin innover? Alors, avant l'innovation, je pense que le rapport humain reste le critère numéro 1. Et on a beau avoir le plus beau des stands avec la plus belle lumière qui clignote, si vous n'avez pas les bonnes personnes sur le stand, à savoir les étudiants qui vont savoir bien présenter leur école et répondre aux questions, donc en nombre suffisant et avec le bon discours et puis les connaissances suffisantes du programme pour pouvoir répondre aux étudiants qui viennent, on ne fera pas mouche. Donc en fait, l'essentiel, c'est déjà d'avoir la bonne équipe et qui est bien préparée, et effectivement le stand qui va correspondre avec les informations essentielles sur lesquelles les étudiants vont pouvoir s'arrêter en fonction du type d'école qu'ils souhaitent, agriculture, communication et ingénieur au commerce. Et puis il y a des éléments clés qui peuvent être l'alternance, l'apprentissage, qui peuvent être des semestres à l'étranger, qui peuvent être des doubles diplômes. Donc là, c'est l'information. Voilà, c'est l'information. Donc c'est le sourire avec lequel on va les accueillir sur le stand, et ensuite la qualité de l'information qui est diffusée. Cécile, vous confirmez, alors vous avez une stratégie qui associe des salons d'orientation et des salons dits professionnels. Vous avez fait avec un groupe Agritech le salon de l'agriculture, et alors vous avez joué un forme et fond, puisque vous avez en plus fait un effort sur la structure même de votre stand, je crois. Vous avez gagné un prix. Racontez-nous un peu comment vous avez déployé votre stratégie et pourquoi vous allez sur le salon de l'agriculture.
Alors le salon de l'agriculture, déjà, ça fait bien 50 ans qu'on a nos étudiants qui y vont. On a retrouvé... C'est une tradition en fait. C'est une Que tradition. vous On a- n'avez pas remis en cause. Voilà, on a retrouvé l'Alumnus qui a mis en place le premier ces partenariats avec les exposants du Salon de l'Agriculture. Pour nous, c'est très intéressant pour nos étudiants ingénieurs, et ça fait partie de la formation d'ingénieurs AgroParisTech, c'est qu'en allant au Salon de l'Agriculture, les étudiantes et les étudiants se confrontent à ce que sont les agricultures. On parle bien des agricultures au pluriel. Ils voient les différents corps de métier. Ils peuvent être auprès d'éleveurs, d'instituts de recherche, de grands groupes, de petits cultivateurs. Enfin, donc ils ont quand même, ils peuvent toucher du doigt un petit peu de ce que c'est que l'agriculture. Donc pour eux, c'est excessivement riche. Pour les exposants, c'est hyper intéressant parce que c'est une façon aussi pour eux de savoir et de comprendre plus précisément ce que fait AgroParisTech, parce que c'est une chose d'aller sur notre site internet, de voir des brochures, c'en est une autre de discuter avec nos étudiants et de connaître et de comprendre leurs aspirations. Donc cette contextualisation, elle vous sert à plein. Complètement. Et, Complètement. et aujourd'hui, vous pensez que c'est un excellent complément. Vous pouvez conseiller à des communicants qui nous regardent de chercher les salons pro qui, dans leur domaine, pour compléter leur arsenal? Moi, je pense que ça complète tout à fait. Effectivement, parce qu'on a ce pied déjà, on met ce pied dans le monde professionnel. Donc, pour les étudiantes et les étudiants, ça leur permet aussi de réseauter. Et il ne faut pas oublier que c'est quand même très important. Le diplôme ne fait pas tout. Donc, le réseautage est hyper important. Ça permet aux professionnels qui sont là, aux décideurs, d'aller à la rencontre de ces jeunes. Et nous, on a plusieurs qui reviennent du Salon de l'Agriculture et qui me disent qu'ils ont trouvé un stage, une année de césure. Et en plus, vous avez chiadé votre stand. Donc, c'est important de chiader l'écran qui accueille. C'est important. C'est important et c'est valorisant pour à la fois en matière de communication interne pour nos personnels, pour nos étudiantes et nos étudiants, parce qu'on veut aussi les accueillir comme il se doit. Pendant 9 jours de salon, on fait appel aux enseignants-chercheurs, au personnel académique pour mettre en place des animations, des ateliers sur le stand. On a une présence importante de nos différentes directions métiers, la formation, la recherche, l'innovation. On a 15 étudiants qui sont sur le stand en permanence pour répondre aux questions du grand public, pour les orienter. Donc il faut qu'on accueille tout ce petit monde. Et puis, c'est aussi l'image qu'on donne de l'établissement auprès du grand public. Fabrice, cette diversification, j'imagine que ça va dans votre ligne stratégique? Oui, tout à fait. D'ailleurs, les salons pro, j'y pense pour mes nouvelles écoles, puisque j'ai créé des écoles éco-responsables. Et je pense que c'est un vrai sujet de gravité autour de ces entreprises novatrices également, qui sont dans l'air du temps et qui sont l'avenir, et de pouvoir être associé à elles d'un point de vue alternance, puisqu'on est surtout une école d'alternance, mais pas que, ça peut être des stages, et puis même faire des collaborations avec nos assos, avec le BDE, etc. Julie, quand on est l'étudiant, c'est-à-dire le groupe leader dans les salons de l'orientation, le groupe historique dans les salons de l'orientation, comment on se renouvelle? Quels sont les enjeux qui sont face à vous pour satisfaire à la fois les attentes des nouveaux publics et à la fois les attentes des annonceurs qui comptent sur vous pour communiquer auprès des jeunes? Alors en fait, on organise donc 110 salons par an dans 51 villes. Et dans ces salons, on a plusieurs types de salons. On va avoir des salons qu'on appelle généralistes, qu'on organise en partenariat notamment avec les rectorats. Donc tous les salons ça, généralistes, ça c'est des classiques. Mais après, on va avoir des salons thématiques. Donc Et dans les salons thématiques, c'est là que vous changer allez vers les choses. les salons Exactement. pro un peu. Alors, on peut aller vers des salons pro, mais pas que. Thématique, ça peut soit être des salons effectivement dédiés à tout ce qui est apprentissage, alternance, mais ça peut être aussi une thématique qu'on décide de choisir, de mettre en avant. Donc, c'est par exemple, ça peut être développement durable ou écologie, comme on l'a fait l'année dernière, mais ça va être aussi, c'est tous les salons qui déclinent. Ça va être par exemple les salons sur les formations artistiques ou des formations grandes écoles. Donc, voilà, on essaye d'évoluer aussi avec les différentes thématiques qui sont aussi qui attirent les jeunes et qui sont je dirais pas dans l'air du temps, mais en tout cas qui sont l'avenir aussi, en termes de métier, en termes de filière. Dans l'expérience salon, est-ce qu'il y a des choses à améliorer d'après vous, aujourd'hui, quel que soit d'ailleurs le format? Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait aller plus loin dans l'utilité de 3 jours, 4 jours, 2 jours dédiés à l'orientation? Est-ce qu'il y a des pratiques dont on pourrait s'inspirer d'autres secteurs? Alors déjà, le 3 jours, pour moi, c'est trop long. Non, mais ça, c'est parce Ça, que c'est trop long. ça vous fait perdre trop de temps sur votre vie personnelle. Exactement, mais je pense que l'expérience, on parle beaucoup du X sur le digital, Oui. l'expérience Je utilisateur. parlais du X en Et filigrane. là, complètement, je pense que c'est là-dessus qu'il faut essayer de
de dépoussiérer, c'est l'expérience utilisateur, donc là de l'étudiant qui vient seul ou avec ses parents, et tout en organisant effectivement tout un tas d'événements autour qui gravitent, événements ou effectivement les conseillers d'orientation ou enfin je ne sais quoi, mais en tout cas c'est pas... Par exemple, on a fait tout ce qui est préparation à la visite avec notre site internet. Chaque salon en fait a son site propre qui permet aux visiteurs en amont de préparer, de vraiment aller voir quelles sont les écoles ou même tous les acteurs qui seront présents sur le salon. Ça permet vraiment de préparer et ensuite de rendre l'expérience aussi utilisateur plus fluide puisqu'on vraiment les accompagne dès le début, dès qu'ils s'inscrivent, même avant qu'ils s'inscrivent, jusqu'au jour J. Et puis nous, on a changé aussi toute notre identité de marque, donc il y a aussi l'expérience sur le salon qui est importante, de vraiment les accompagner et que jusqu'au bout, ils se sentent aussi dans un cocon et qu'ils aient l'impression qu'on est vraiment là pour les aider dans leur orientation. Anne, qu'est-ce qu'il faut faire de mieux ? Peut-être cibler davantage en fonction des profils, parce qu'on s'aperçoit que sur les salons, on va avoir des jeunes qui découvrent vraiment l'enseignement supérieur et leurs parents avec. On s'aperçoit que les parents sont super inquiets, et ils sont toujours super inquiets, et ils ont besoin d'être réconfortés. Moi, je le vois là au niveau des conseillers d'orientation, j'ai découvert qu'il y en avait maintenant qui se focalisaient non plus sur le lycéen, mais sur le parent, pour accompagner le parent qui va accompagner le lycéen à faire ses vœux dans son parcours sup. Bon, mais en fait, c'est malin parce que le parent, il a aussi besoin d'être rassuré pour ne pas stresser le lycéen qui va faire ses recherches. Les informations que les deux attendent ne sont pas les mêmes. Et en fait, sur les salons, oui, tout a été développé vis-à-vis des lycéens. Je pense que ça serait intéressant peut-être de mettre des moments aussi pour les parents, peut-être et aussi des moments pour ceux qui sont en poursuite d'études. Il y a des salons qui sont dédiés à ça, les salons des masters, des MBA qui existent déjà. Mais peut-être que sur des salons plus généralistes, on pourrait imaginer avoir des discours ou des moments, en tout cas sur le salon, qui soient dédiés à ces différents profils de recherche. C'est vrai que, pour un petit peu répondre, on essaye de le faire, effectivement, vous avez raison, il y a plusieurs profils, on essaie de le faire notamment aussi à travers nos conférences, de pouvoir s'adresser, ça s'adresse finalement à tout le public, que ce soit les parents ou leurs enfants. Et il y a aussi justement, je reviendrai sur le point de quand vous parliez de comment faire pour que l'expérience pour les communicants, comme vous les appelez, les écoles qui sont exposants, puissent tirer le meilleur profit de ces expériences salon. Donc c'est aussi de pouvoir justement, de par les personnes présentes sur le stand, s'adresser à ces différents publics. Le jeune, il va plutôt être attiré par l'étudiant ambassadeur qui va lui dire voilà, c'est super, viens étudier chez nous, voilà ce que tu vas trouver. Et le parent a besoin d'être rassuré plus sur le côté curriculum, voir le formateur, savoir un peu ce que son enfant va étudier dans cette école. Donc je pense qu'il faut vraiment, c'est là où vous pouvez aussi maximiser, et les écoles maximisent aussi leur présence en pouvant s'adresser à ce panel assez large de visiteurs. Cécile, une innovation que le Salon d'agriculture vous a inspiré ou une autre inspiration pour faire avancer un peu ce... Alors, une innovation, je ne sais pas, mais nous, typiquement, puisqu'on parle du Salon de l'agriculture, on essaye de joindre, d'être cohérent dans nos actes. On parlait du stand tout à l'heure. Nous, par exemple, on a à cœur d'avoir un stand qui est éco-responsable. Et on ne met pas juste une étiquette dessus. On travaille avec des entreprises qui sont labellisées. On fait en sorte que l'intégralité du stand soit récupérée par la suite, soit pour être réutilisée, soit parce que nous, on va le récupérer, on va le stocker, on le réutilisera par la suite. Voilà, il y a aussi on a un discours, mais il faut un moment aussi qu'on amène les preuves de ce discours et de nos valeurs. Incarné par les personnes et par ce qu'on propose, les valeurs de ce que l'on promeut en formation. Merci infiniment Cécile, Fabrice, Anne et Julie d'avoir participé à ce débat. Je vous garde avec moi, on passe à la deuxième partie de cette émission. Ça s'appelle les Actus-Com de l'ESR et c'est présenté par Émilie Broust. Jingle. Une Miss France pour sauver les filières scientifiques et pourquoi pas. Fini le cliché sur la belle ingénue pas mateuse et bienvenue à Miss France, ambassadrice des maths. À l'occasion de la Journée mondiale des mathématiques, l'université Gustave Eiffel a eu l'idée d'accueillir notre Miss nordiste Eve Gilles, étudiante en maths et passionnée de chiffres et de statistiques, pour une conférence afin d'échanger et sensibiliser les jeunes, notamment les jeunes filles, aux filières scientifiques. Cerise sur le gâteau de cette action de com', le Premier ministre Gabriel Attal s'est invité sur le compte Instagram de la Miss pour un post vidéo illustré d'une photo de l'amphi de l'école pour rappeler que l'élévation du niveau en maths et qu'accroître la part des filles dans les filières scientifiques sont des priorités pour lui. Communiquer sur les maths, c'est tendance et avec une personnalité comme une Miss, bonne idée pour moderniser l'image des filières, parce qu'elles le valent bien.
Pour parler handicap et insertion, voici une action de communication efficace et riche de contenu. Dans le cadre de la semaine handicap universitaire qui s'est tenue du 8 au 12 avril 2024, l'Université de Poitiers a invité étudiants, enseignants, membres du personnel à participer à la première semaine dédiée à la sensibilisation autour de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et ce, sur ces 4 campus, Poitiers, Niort, Angoulême et Châtellerault. Au programme, 4 jours d'ateliers interactifs, de conférences autour de la compréhension du handicap ou de l'approche inclusive dans les enseignements. Des films, des expositions comme sur le handicap dans la BD ou le handicap invisible, des démos d'handisport. Et puis côté com, une campagne de sensibilisation a été lancée sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, avec des posts thématiques qui présentaient chaque jour un handicap, suivi de podcasts sur le témoignage de Camille, par exemple, un photographe malvoyant, ou sur les 5 clichés de l'autisme. Une première édition réussie qui a mis en lumière les acteurs et leurs actions pour favoriser l'accessibilité des personnes en situation de handicap à l'université. Le développement durable, l'éco-responsabilité, l'engagement sociétal. Vous le savez, autant de messages clés incontournables en com pour parler à la génération alpha. Les alphas, ceux qui viennent après les Z. Vos futurs étudiants, quoi. C'est ce que l'ESDES Business School a fait cette année dans un film manifeste d'1 minute qui se veut impactant et qui commence comme ça. On choisit pas l'époque dans laquelle on vit. Mais on décide ce qu'on peut en faire. Bien sûr, on est cerné par les doutes. Alors on se dit, est-ce que tout est perdu d'avance ? Bien sûr que non. Voilà, le cadre est posé. Pour répondre aux questions des jeunes, l'ESDES met en avant ses étudiants, qu'elle appelle les Responsible Natives, avec des textes rythmés en mode slam, des plans inspirationnels mixant nature et jeunes sur fond de campus annécien ou lyonnais. Le film Manifeste, c'est le film qui pose le positionnement de l'institution, qui incarne ses valeurs, montre son engagement. Et c'est donc ce que fait l'ESDES, en réaffirmant son positionnement d'école engagée, formant au management responsable. Un axe de com durable, qu'elle avait déjà montré il y a quelques mois dans une campagne image éco-conçue avec du papier 100% recyclé ou biodégradable et imprimé avec 50% d'économie d'énergie. Parfait pour les alphas. Avant de retrouver notre invité dans le petit oral, découvrons tout de suite les actus com de l'ESR. C'est dans le kiosque. Jingle. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du kiosque de l'ESR, la rubrique qui vous présente les dernières actualités du supérieur. Nous démarrons cette revue de presse avec une nouvelle économique impactant directement le secteur de la formation et plus spécifiquement celui de l'apprentissage. Selon un article du Figaro, le ministère du Travail envisage de supprimer dès le 1er mai la prime de 6 000 € pour les contrats de professionnalisation. Est-ce la fin de l'âge d'or de l'apprentissage ? Pourquoi l'État enterre-t-il le contrat de professionnalisation ? Explication dans cet article de Thomas Engrand. Pour Challenge, la journaliste Kira Mitrofanov a déchiffré le rapport parlementaire sur les dérives des établissements privés à but lucratif, qui, selon elle, dresse un tableau très sévère de ce secteur. Dans son article, elle détaille les 22 recommandations émises par les 2 députés, auteurs du rapport, dans le but de remédier à cette situation. La France continue-t-elle à attirer les étudiants internationaux ? Oui et non, à en croire cet article des Échos. Dans celui-ci, Marie-Christine Corbier explique que la croissance est bien présente, mais elle est moins dynamique que d'autres pays, au point que la France pourrait perdre sa 6e place au profit de la Chine. L'université française est en voie d'ubérisation. C'est le constat réalisé par une étude de Nos services publics et relayé par l'Humanité qui évoque dans son article une explosion de la précarité chez les enseignants d'université. Quelles en sont les raisons ? Répond dans cette analyse de Camille Bauer. Les instituts d'études politiques toujours aussi attractifs. C'est le titre d'un article du Monde Campus qui explique que, malgré une forte sélectivité, cette formation connaît un grand succès sur Parcoursup. Comment expliquer ce phénomène ? Pour y répondre, la journaliste Mohsen Faye est allée interroger de nombreux jeunes dans le but de comprendre leur motivation, qu'elle relaie au sein de cet article publié sur le site du Monde Campus. Des étudiants facilement déconcentrés et qui retiennent moins bien. C'est ce que reprochent des enseignants et des études scientifiques aux ordinateurs portables qui, aujourd'hui, sont omniprésents en cours et travaux dirigés. Alors faut-il bannir les PC des amphis ou les amphis de l'ESR ? C'est la drôle de question qu'a posée la journaliste Marine Dessau à 2 acteurs de l'ESR. Un directeur de la transformation digitale et un enseignant qui interdit les ordinateurs durant ses cours. Malgré quelques désaccords sur certains points, ils arrivent tous les deux à la même conclusion qui est expliquée dans cet article publié sur Campus Matin. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. On se retrouve très vite pour de nouvelles actus sur l'enseignement supérieur. À bientôt!
Pour clore chaque émission, nous terminons avec le petit oral. Une personnalité de l'enseignement nous fait la présentation d'un outil de communication novateur. Et aujourd'hui, c'est Frédéric Roux, responsable communication de Sub2Pub, qui est avec nous. Frédéric, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous a invité parce que vous avez innové cette année avec votre nuit de la pub. Donc l'école Sub2Pub fait une nuit de la pub depuis plusieurs années. Et cette année, vous avez décidé d'en faire un outil de promotion puisque vous avez ouvert au public. Alors déjà, rappelez-nous ce qu'est la nuit de la pub. Bien sûr. Alors, la nuit de la pub, cette année, c'est la 7e édition. Donc, c'est un événement récurrent qui existe sur le campus de Bordelais. C'est un événement qui réunit les étudiants, les intervenants, l'équipe, bien évidemment, et des professionnels de la communication. Et effectivement, cette année, pour la première fois, on va ouvrir la nuit de la pub à un nouveau public qui sont tous les jeunes qu'on a pu rencontrer sur les salons, les forums, les portes ouvertes. Tous les jeunes qui ont porté un intérêt, en tout cas qui s'intéressent à la communication, on les invite à s'immerger dans l'univers Sub2Pub et à participer à ce temps fort de l'école qui est la nuit de la pub. Alors on le voit sur les images, vous réunissez les gens dans un théâtre. Et qu'est-ce qui va être diffusé toute la soirée? C'est quoi? C'est la présentation de films de pub? C'est de l'histoire de la pub? Il y a des prix? Comment ça se passe? Alors, la nuit de la pub, c'est un événement qui s'articule autour de plusieurs temps forts. L'idée étant de bien évidemment participer à la culture générale de nos étudiants. Donc, chaque année, il y a un thème. Cette année, bien évidemment, on est en lien avec l'actualité et le sport. Donc, c'est le thème de cette 7e édition. Et autour de ce thème, fil rouge de la soirée, il va y avoir plusieurs événements. Donc, la première chose, c'est la diffusion d'une sélection de films publicitaires autour du sport. Ces films vont pouvoir montrer la richesse et les qualités artistiques et cinématographiques des films publicitaires. Ça, c'est une sélection de films qui a été faite avec l'agence avec laquelle on travaille, qui est l'agence Le Vestiaire et qui se trouve être des anciens étudiants de Sub2Pub avec qui on collabore sur cet événement. Donc, le film va durer environ 45 minutes et ensuite, la soirée va s'articuler autour d'animations, comme vous avez pu le voir à l'écran, auxquelles vont participer tant les étudiants que les pros de la com qui sont là, et l'équipe Sub2Pub, avec des quiz, des challenges. Et comme cette année, c'est sur la thématique du sport, il y aura aussi des challenges sportifs et ça va être très sympa. Il va y avoir du sport, donc. Est-ce que pour vous, cette nuit est un des principaux outils de promotion de l'école? Est-ce que c'est avec ça que vous faites toucher du doigt l'ADN de l'école aux étudiants candidats? Effectivement, c'est une belle manière de communiquer sur l'école. Ça montre bien évidemment l'univers dans lequel les étudiants vont évoluer quand ils sont étudiants à Sub2Pub, avec l'ADN de l'école qui est certes la publicité, mais la communication au sens large. Et puis, c'est surtout partager un moment d'échange entre toutes les parties prenantes de l'école, tant les étudiants que les pros, que les intervenants. Et c'est vraiment un temps d'échange très sympa qui réunit tout le monde. Donc, ça transmet effectivement une image plutôt sympa de l'école et on est assez content chaque année du résultat de cette soirée. Et alors, est-ce pour qu'on la va... petite histoire, Pardon, allez-y. Non, pour la petite histoire, l'année dernière, le thème était les célébrités dans la publicité. Donc, bien évidemment, on avait des sosies de stars, parce qu'on n'avait pas des vraies stars présentes à la nuit de la pub, mais on avait des sosies de stars et notamment le sosie de Céline Dion et des étudiants d'écoles concurrentes croyaient qu'on avait invité Céline Dion et ils étaient tous médusés du fait qu'on puisse faire venir Céline Dion au théâtre féminin pour les étudiants de Sub2Pub Bordeaux. Donc l'anecdote est assez drôle et ça a généré beaucoup d'envie de la part d'étudiants d'autres écoles. Donc c'était rigolo. Pour conclure avec vous, Frédéric, quelles seraient les autres étapes? Peut-être une nuit de la pub à Paris ou dans d'autres villes?
Écoutez, pour l'instant, c'est ADN 100% Bordeaux, mais on est une école, une seule marque, Sub de Pub. Donc, bien évidemment, il y a les équipes parisiennes et, lyonnaises pardon, qui sont invitées à participer. À voir si ça se développe autrement, mais c'est la marque de Sub de Pub Bordeaux, mais auquel on invite bien évidemment nos amis de Paris, de Lyon et de Rennes. En tout cas, bonne chance pour votre édition 2024. Encore merci Frédéric d'avoir joué le jeu du petit oral et d'avoir répondu à nos questions. Au plaisir, peut-être de vous voir à la nuit de la pub. J'adorerais. Au revoir. Merci. Merci beaucoup Frédéric d'avoir joué le jeu du petit oral et d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci encore 1000 fois Julie, Anne, Cécile et Fabrice d'avoir répondu à l'invitation de Come Together. Quant à moi, il me reste à vous dire à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye, ciao.